Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui, comme souvent, pour parler de l'Algérie. 26 ans sont passés depuis l'arrêt du processus électoral et le sujet est toujours tabou. Nous sommes ici pour en parler aujourd'hui. Avec nous, Razi Hidoussi. Bonjour. Bonjour. Omar Bendera, bonjour. Bonjour. François Gès, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de l'arrêt du processus électoral, de l'actualité, de la crise économique de 2019, mais également de la question des droits de l'homme en Algérie. Donc, sur l'actualité, nous allons commencer par parler de la question de Tamazirt. Langue officielle, Nouvel An Tamazirt, journée fériée, le 12 janvier. Comment interpréter cette décision? Vas-y. Non, je t'en prie, vraiment. Comment interpréter cette décision? C'est difficile à interpréter de manière intelligible. On sait qu'en Kabylie et dans les régions berbérophones, il y a une vraie instabilité économique, politique, sociale. On sait qu'il y a une vieille revendication culturelle. On sait aussi que cette revendication culturelle n'est pas partagée par tous, qu'elle ne fait pas consensus. Et donc, de manière autoritaire, le régime va imposer un jour férié. On n'est pas contre, nous, les jours fériés. Hein. Si le peuple algérien a un jour férié de plus, c'est pas ça qui va changer le cours de l'histoire. Mais en réalité, ce qui nous pose problème, ce qui nous pose question, c'est de voir quelles sont les intentions qui ont présidé à cette décision, somme toute assez inattendue et assez brutale. Tamazirt est la langue de tous les Algériens, c'est clair. Nous sommes un vieux pays dont le fond ethnico-culturel est berbère incontestablement. Même s'il y a des catégories qui se revendiquent d'une arabité, de la langue arabe, comme étant fondateurs de leur personnalité, de leur identité. Moi, je pense que imposer de manière bureaucratique Tamazirt à tous, sans concertation, sans discussion, n'est peut-être pas la façon la plus pédagogique de faire admettre à tous ce passé commun et de faire admettre à tous la diversité, la pluralité de nos cultures, de nos langues, de nos usages, de nos habitudes. En fait, si Tamazirt est une revendication de la démocratie, la manière dont elle est décidée et entérinée par une sorte d'ukase qui vient d'en haut me paraît bien peu conforme à l'esprit qui devrait prévaloir à un débat sur les questions de culture et d'identité nationale. D'accord. Et comment interpréter le moment? Pourquoi maintenant? C'est pas un hasard si ça intervient au moment du 26e anniversaire du coup d'État. Je pense que cette situation qui dure depuis 26 ans, une situation de non-droit, pour pas dire de dictature mal déguisée, devient de plus en plus insupportable, y compris à la population. Et on voit que ça commence à bouger à plein d'endroits, notamment en Kabylie, où il y a Béjaïa, mais dans d'autres villes, d'autres localités de Kabylie, des mobilisations sociales, des mobilisations pour des revendications économiques très fortes. Et donc, une façon, pour compléter ce que vient de dire Omar, c'est une façon de neutraliser, de semer la confusion, on peut dire, et d'éviter que les vrais enjeux apparaissent sur le devant de la scène publique et politique, c'est précisément tout d'un coup de ressurgir par en haut, de faire ressurgir par en haut cette question culturelle berbère, en faisant semblant d'accorder, d'être très généreux avec les revendications kabyles anciennes, etc., etc. Mais ça rentre dans la même logique, on peut dire, de confusionnisme et de manipulation qui est au cœur du fonctionnement du régime depuis 26 ans. Donc vous pensez que la date du 11 janvier est vraiment au cœur de cette décision? C'est un des facteurs, c'est pas le seul, mais, Ouais. mais c'est un facteur vraiment important. Ça joue. Moi, je rappellerai juste historiquement, même si ça ne vaut pas beaucoup, il y a eu la crise des Berbères. C'est au moment de la crise du MTLD. C'est le moment, quelque temps avant novembre 1954. On a créé le problème berbère. On l'a su après. Le FLN a eu la capacité de l'oublier, de passer au-dessus de ça. Donc personne... la guerre a été totale dès le premier jour. Bon, ça, c'est important. Ça donne des indications sur l'importance de créer ce problème à Mazir à un moment donné historiquement critique. C'est connu. Ensuite, n'oublions pas que ça a été utilisé aussi dans les années 60. On a massacré beaucoup plus la Kabylie que le reste, et on a essayé de discuter à côté du FLN. Ça aussi, ça jouait.
Donc aujourd'hui, ça repose. Je veux dire, ce sont des réflexions, une manière de voir qui aussi, chez les Algériens, est historique. Beaucoup de nos dirigeants actuels ont vécu 1962. Beaucoup ont vécu le FFS, c'est-à-dire les gens qui sont montés au maquis en Kabylie. Donc, il faut se souvenir de ça pour avoir une idée de ce qui se passe aujourd'hui. Et du fait que ça se passe en Kabylie, que ça ne se passe pas dans les Aurès. Oui. Et que ça ne se passe pas dans le sud. Il faut quand même, voilà. D'accord. Mais est-ce qu'on ne surestime pas un peu l'impact d'une telle décision sur la société algérienne? Je ne sais pas si on la surestime ou pas. En tous les cas, décider que Tamazight est une langue officielle aux côtés de la langue arabe, ça implique un minimum de préparation, j'allais dire politique. Ça implique un minimum de préparation aussi technique. On ne va pas décider sur un coup de crayon que aujourd'hui elle est officielle et sans avoir réuni un minimum de conditions pour que cette langue soit effectivement, sinon enseignée, du moins, au moins présente dans le corpus pédagogique de ce qu'on enseigne aux enfants, dans l'administration. Déclarer une langue officielle, ce n'est pas un acte anodin, c'est un acte important. Et il est évident que c'est vrai que les conditions dans lesquelles cette décision est prise montrent sans aucun doute, sans grande équivoque, que l'objectif n'est pas d'apaiser les tensions ou de répondre à une revendication légitime, mais répond surtout, avant tout, à une préoccupation politicienne, celle qui consiste à noyer le poisson du coup d'État, à faire oublier que ce 11 janvier, c'est une date qui va déclencher une série d'événements d'une violence inouïe en Algérie et qui va marquer le pays pour des générations. Hein, on essaye de mettre une sorte de pansement linguistique à une crise, à une tragédie d'une ampleur inouïe vécue par le peuple algérien depuis le coup d'État du 11 janvier 92. Donc ça rentre dans tous ces artifices auxquels le régime est familier pour essayer de noyer le poisson de la réalité socio-politique de l'Algérie. Voilà, c'est ce que je veux dire. L'impact du 11 janvier 91, on en parlera en deuxième partie. Restons sur l'actualité. 92, pardon. Restons sur l'actualité, et notamment l'actualité économique. L'Algérie vit une crise depuis plusieurs années maintenant. Le gouvernement, le régime en général, tente de trouver des manœuvres, de diminuer les importations, même si, bon, on a vu une liste récente de produits autorisés à l'importation qui concerne uniquement un cercle restreint qui entoure le pouvoir. Comment on peut interpréter la question des importations? Est-ce que la diminution du nombre des importations peut avoir un impact positif sur l'économie? Je voudrais faire un peu une analyse un peu plus globale, un peu plus systématique sur ce qui se passe en économie. Et à partir de cet exemple de gouvernement, le gouvernement a été changé brutalement il y a quelques mois, il y a un mois ou 2 mois, en annonçant devant la presse qu'on n'était pas d'accord avec le Premier ministre qui essayait de faire des économies. À l'été dernier, en fait. En été dernier, voilà. En annonçant officiellement qu'on n'était pas d'accord avec le Premier ministre qui voulait faire des économies, qui avait dit qu'il les faisait au nom du chef de l'État. On est venu, on a changé le gouvernement qui a pris 3 mesures. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. La première mesure est une mesure monétaire. La presse a très mal expliqué, les gens n'en ont pas parlé, c'est peut-être le moment. On a décidé que le dinar flottait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de monnaie. Ça veut dire que ceux qui gagnent leur argent en dinars, les salariés essentiellement, eh bien, ils ne savent pas ce qu'ils gagnent. Ils ne savent pas de combien de dinars ils auront demain. C'est une décision brutale, unilatérale, qui est venue avec le nouveau gouvernement. La deuxième décision qui a été prise, ça c'est sur la monnaie, la deuxième décision c'est sur le service public. On a réuni on appelait ça des acteurs privés, pour leur dire à partir de demain, on vend le service public.
À partir de demain, il y a un marché qu'on n'a pas expliqué. On n'a expliqué ni l'organisation, ni autre chose. Vous rachetez le service public. Celui qui a envie de racheter, le rachète. Quand on dit celui qui a envie, en Algérie, ça veut dire celui qui aura les crédits des banques pour racheter, sans payer, peut acheter du service public. Évidemment, pour l'Algérie, c'est énorme. C'est fait sans aucune organisation, sans règles, sans discipline, et c'est énorme. Ça signifie qu'aussi, en même temps qu'on enlève la monnaie, on a décidé d'enlever le service public. Deuxième grande décision qui a été prise pratiquement dans une réunion, où on a vu les principaux décideurs qui étaient là, qui ont organisé la réunion. Ce n'était même pas le gouvernement qui l'a organisé. Je crois que le président, si autant que je me souviens des images, le Premier ministre a été appelé à la clôture pour dire c'est une bonne chose. Comment voulez-vous qu'on garde ces boîtes, ce service public? Ce service public, c'est le service des Algériens, des pauvres. Hein, il y a eu de la monnaie, ensuite il y a eu le service public. Et ces deux décisions ont été prises le même jour. Troisièmement, les importations, en fin de compte, c'est secondaire. Ce qui est décidé en matière d'importation, c'est de dire il y a, je schématise, 500 ou 1000 Algériens qui importent. Nous allons faire qu'il ne soit plus que 15 ou 10. Voilà ce que ça veut dire. En enlevant les produits, ça veut dire qu'on revient au monopole des années 60 et des années 70. Donc, c'est très important ce qui s'est passé. Il y a eu 3 décisions qui disent une chose qui est claire. Il y a une dizaine de milliardaires algériens qui ont pris la décision de changer du gouvernement et d'utiliser 3 instruments, la monnaie, les services publics et les importations. On va voir ce que ça veut dire. Voilà ce qui a été. Le reste, ce sont des détails. C'est comme l'affaire de l'Amazir. On en parle, oui, il manque des voitures, un tel n'achètera plus de bananes, et ça va durer des mois et des mois, ce genre de discussion. Mais en fait, il n'y aura plus que 15 importateurs, ou 10 importateurs, et ce sera le même. Voilà. Première traduction de ceci, c'est le budget de l'État. Ça, c'est important. Qui, au moment de ce qu'on a appelé la crise, on y reviendra, qui est pris en charge par ces personnes. Parce qu'on s'est bien aperçu qu'on ne pouvait plus partager en 100, on va le repartager en 7 ou 8. Et je pense que toute la manœuvre est là. D'accord. Vous parliez des nouveaux oligarques. Comment interpréter leur... Je ne sais pas si c'est des oligarques. Si, on peut les appeler des oligarques par commodité de langage, hein, parce qu'on peut les appeler milliardaires, barons voleurs, escrocs institutionnels, spéculateurs d'État. On peut trouver un certain nombre d'appellations, toutes plus ou moins explicites, mais oligarque, ça a le mérite d'être connu, familier, et c'est un mot simple. Mais comment, excusez-moi, comment interpréter leur présence dans les médias? Est-ce que c'est les nouveaux décideurs? Comment interpréter leur présence dans la vie politique et sociale du pays? C'est ça qui compte. Dans les médias, ce n'est qu'un épiphénomène. Ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ces intérêts-là, ces groupes d'intérêts, visiblement, très nettement, comme vient de l'expliquer Razi, prennent le pouvoir. Ils sont aujourd'hui plus puissants que d'autres centres de pouvoir traditionnels qui étaient soit le cabinet noir autour de la sécurité militaire et de quelques généraux de l'armée, soit de quelques caciques politico-historiques qui étaient proches de ce groupe central. Mais aujourd'hui, on voit bien que le pouvoir se déplace, que le centre de gravité du pouvoir se déplace vers ces gens-là. Il y a une prise en main du pays par un groupe d'individus. Certains sont nommés, d'autres moins. Certains sont photographiés par les médias, comme vous dites. D'autres ne le sont pas. Ils sont plus discrets, mais tout aussi efficaces et tout aussi riches. Et ce sont ces gens qui assurent le minimum de pilotage ou de conduite de la politique économique de l'Algérie. Et il est évident que ces gens font une politique économique qui est conforme à leurs intérêts. En période de contraction de la rente pétrolière et gazière, là où les appétits s'aiguisent traditionnellement, hein, c'est là où le régime connaît ses principales tensions, quand l'assiette de la rente se réduit. Aujourd'hui, comment va-t-on se partager cette dépouille
C'est ça qui est en jeu aujourd'hui entre ces oligarques-là. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le régime, presque comme un canard sans tête, je crois que c'est Razi qui avait inventé cette formule, a quand même ce réflexe qui est très profondément ancré en lui de contrôle et de répartition de la rente. Avant, c'était les militaires autour de quelques généraux mafieux. Aujourd'hui, ce sont surtout ces oligarques-là qui vont imposer leurs orientations. Alors justement, allez-y. Je voudrais ajouter une chose quand même. Ça s'est passé il y a 2 ans, avec l'ancien gouvernement, qui a déjà 2 gouvernements avant. Donc il a parlé de crise. Il a dit nous sommes rentrés en crise uniquement parce que le prix du pétrole a baissé, ce qui est à voir, mais en fait, comme ça qu'il l'a annoncé. Et d'un coup, le mot crise est devenu le mot politique en Algérie. Il ne fallait plus parler d'autre chose. Personne est interdit à tout parti d'opposition, à n'importe qui, de parler d'autre chose que de la crise. C'est devenu vraiment le mot politique de l'Algérie. Parce ce qui m'intéresse, c'est comment cette crise énorme, qu'on a annoncée comme étant énorme, comme étant systématique, comment elle est réglée. Elle est réglée, mais ce n'est pas nous qui le disons. Ce que nous avons vu, nous l'avons vu sur des photos. Nous l'avons vu lors d'un enterrement. Je ne sais pas, je ne me souviens plus des images, où ce sont ces gens-là qui ont pris les décisions. Et j'ai vérifié. Ce sont les mêmes qui ont pris les décisions sur la monnaie, sur les services publics et sur les importations. Ce n'est pas un hasard. Donc, c'est une chose sur laquelle il faut réfléchir. Je dirais à la limite, on disait les militaires qui géraient la crise, mais où sont les militaires qui gèrent la crise? Voilà. C'est pas ça qui m'intéresse pour moi, mais j'essaye de savoir dans ce pays, dans ce régime qui était le régime des militaires, ce qu'il est devenu. Il me semble qu'il y a eu un tournant. Et ce tournant, pourquoi on en parle? Parce qu'il a des significations. Les pauvres, on sait qui c'est et on sait qu'ils vont payer. Et puis qu'ils n'auront plus en plus de services publics. La preuve, aujourd'hui, les médecins ont été frappés. Voilà, et ça commence, je pense que de là à fermer les hôpitaux, c'est pas très loin. Très bien. Comment interpréter le cas, l'exception Issa Dradrab? C'est intéressant, parce que vous avez vu, ou on a vu, j'aime les images parce que je suis loin, je n'ai que les images de la télé comme élément positif que je regarde. Dans les images des patrons qui sont réunis, il n'était pas là. Il n'a pas parlé. Pourtant, c'est un bavard. Et je pense qu'il n'a pas parlé d'abord parce qu'il y a une vraie concurrence. Cet argent du budget d'en parler à Omar, il faut bien le distribuer un peu de façon équivalente. Peut-être qu'on a décidé que lui n'en aurait pas et que d'autres en auraient à sa place. Ça, c'est un problème d'une crise politique future. La deuxième, c'est que lorsqu'on regarde tous ces milliardaires, c'est le seul qui avait des idées depuis longtemps, bonnes ou mauvaises, se disputent depuis longtemps sur la fiscalité, sur des choses sérieuses, sur le trafic de devises à l'étranger, il est connu là-dessus, mais il avait des idées, il a des idées, il a des journaux, il finance des journaux. Je ne sais pas ce qui se passe en matière de médias, mais voilà, disons, un patron qui pense. Je ne sais pas ce qu'il pense, mais il existe. Non, on n'est pas contre les riches. Dans tous les cas, là, c'est un patron qui pense, il n'est pas là. Ça montre alors que c'est vraiment ces capitalistes spéculateurs qui ont pris le pouvoir. Ce n'est pas tous les riches qui ont pris le pouvoir. Il faut bien que ce soit clair, j'en profite pour en parler. D'accord. Omar Bédera, comment expliquer le cas Dradrab? Le cas, ce cas, c'est quand même, ce monsieur est un homme d'affaires ancien qui a bénéficié pour faire des affaires en Algérie de la protection de milieux dont l'influence semble avoir diminué au profit d'autres secteurs. Donc c'est un changement de personnel. On a fait savoir à ce monsieur qu'il n'avait plus la prépondérance qui était la sienne jusqu'à l'éviction de quelques généraux et la mort d'autres. C'est tout. À mon avis, c'est un changement de personnel. Ce qu'on peut dire, Razi dit que c'est un homme qui a des idées, c'est probable. Moi, je ne connais pas ces milieux-là. Ils ont peut-être des idées. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des connexions internationales, c'est qu'ils ont un vrai savoir-faire en matière de placement financier, c'est qu'ils ont un entre-gens constitué depuis les années 70 à la faveur d'intermédiations plus ou moins transparentes.
On ne connaît pas vraiment l'origine de toutes ces fortunes. Hein. Elles relèvent plus de la légende que de faits avérés. Hein. Dans la Vox Populi, en tous les cas, elle est assimilée à une sorte d'apparition miraculeuse, hein, d'enrichissement spontané, extraordinaire. Mais bon, les hommes ont changé, d'autres apparaissent. Ce ne sont peut-être pas les capitaines d'industrie, ce ne sont peut-être pas les investisseurs, ce sont peut-être des gens qui ont une culture de court terme encore plus marquée, qui ont une culture de coût encore plus marquée, qui ont une culture d'évasion de capitaux encore plus marquée. C'est probable, c'est dans la nature du système. Aït Ahmed Allah yarhamou disait que ce système se reproduit par amputation successive, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus débile. Eh bien, on voit à travers les hommes, à travers leurs discours, à travers les gens qui le représentent, que ce système est effectivement de plus en plus stupide et de moins en moins compétent et de plus en plus stérile. Ça, on le voit très clairement. Avant de nous éloigner du sujet, la question de l'armée. Comment expliquer le fait que ce ne soit plus l'armée qui dirige ce pays? Je veux dire par là, est-ce que c'est la présence de ces nouveaux riches qui a fait que l'armée se retire? Ou est-ce la conséquence des années 90, par exemple? Ou la fin d'une génération comme Toufir, la disparition de l'Amari, Belkhair, etc. C'est une bonne question. Il y a un phénomène démographique. Oui. De toute façon, mais même dans le phénomène démographique, on voit des généraux. On revient toujours aux gens qui pensent, qui quand même prétendaient penser quelque chose. Ils pouvaient penser, qui ont été des hauts fonctionnaires à un moment donné. On les voit tous disparus. Pourtant, ils sont vivants. Ils sont plus consultés, ils n'existent plus sur la scène politique. Ça peut jouer, hein, les gens sont vieux, ça joue pour les hommes politiques, ça joue pour les militaires. La deuxième chose qui joue et qui nous frappe, et qui est inquiétante, c'est là. Je ne vais pas défendre les militaires comme je défendais les riches, mais il faut quand même bien toucher du doigt les choses. C'est la capacité des militaires à produire une pensée. Il y avait une pensée en 91 quand on a fait le coup d'État. On la connaît, on en connaît ses chefs, même ceux qui l'ont écrit. Et ils ont écrit qu'ils allaient construire un État où il n'y avait pas le FLN et le fils. Il y avait une idée. On la juge comme elle est, mais il faut quand même se rappeler qu'à leur première réunion, après avoir fait le coup d'État, leur première réunion au Club des Pins, un général, j'oublie son nom, il est à Bazir, j'oublie maintenant, Touati, oui, le voilà, un général est venu expliquer qu'on allait changer les choses, que pour faire plaisir aux Algériens, après avoir fait le coup d'État, on allait enlever le FLN et le fils, et inventer des politiques nouvelles, et des partis nouveaux, qui vont faire l'Algérie dite laïque. C'est la première fois d'ailleurs dont parler de laïque en Algérie. Je parle dans le discours algérien. Bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Quel est le projet des généraux? D'abord, y en a-t-il? On n'en connaît qu'un seul. Bon. Quel est son projet politique? A-t-il dit un mot là-dessus? Y a-t-il eu un article dans le journal de l'armée là-dessus? Moi, je pense que réellement, tout ce qu'il y avait comme capacité de penser dans l'armée, et il y avait une capacité de penser dans la police militaire. Il n'y peut rien, c'est comme ça. Ils pensaient, ils écrivaient, ils produisaient des choses. J'étais assez fonctionnaire pour le savoir. Je les lisais comme ils me lisaient tous les jours. Elle n'existe plus. Elle a complètement disparu. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas qu'elle ait disparu, c'est tant mieux même pour moi, à la limite. Le problème, c'est que nous vivons une situation régionale et internationale extrêmement inquiétante. Et je me pose des questions si des militaires qui ne pensent pas sont capables de réfléchir à cette situation. Bon, moi, j'ajouterais peut-être un point là-dessus, je suis d'accord avec ce que vient de dire Khazi, mais disons qu'on peut ajouter le point suivant, c'est que cette faiblesse dont on parle, cette faiblesse de l'élite, de la direction du pays, du régime, n'est-ce pas, c'est aussi l'incapacité de ceux qui ont dirigé ce régime, d'abord après le coup d'État, ou qui ont fait cette guerre terrible contre le peuple algérien, et qui ensuite
À partir de 2000, ils ont dit 99-2000, ils ont dit bon ben maintenant on va essayer de rebâtir quelque chose. Maintenant qu'on a éradiqué avec le sang, avec l'horreur des dizaines de milliers d'opposants, n'est-ce pas, on va essayer de construire quelque chose. Et donc ils ont essayé de construire un nouveau système. On a eu Khalifa, par exemple, qui était l'idée de piquer l'argent de l'État pour créer des groupes privés de toutes pièces, comme avaient fait les Sud-Coréens. C'était le modèle sud-coréen où la police politique sud-coréenne a fait ça avec l'argent de l'État et a construit ce qui sont devenus des belles multinationales. Les Algériens ont voulu faire pareil, ils ont échoué. Après, ils ont continué comme ça, il y a eu toute une série d'échecs successifs. Et la difficulté est venue du fait qu'il y avait toujours des prix du pétrole et du gaz très élevés, que donc la rente pétrolière était très importante et que la redistribution de la corruption liée à cette rente également très importante. Et donc finalement leur obsession, ça a été depuis 20 ans, depuis 2000 disons, bientôt 20 ans, de savoir comment on allait se répartir la rente, n'est-ce pas, cet argent de la corruption. Et c'est ça qu'ils n'ont pas réussi à faire. Ils n'ont pas réussi à créer une relève. Est-ce que c'est nos enfants ? Oui, la logique c'était on va passer le fric à nos enfants et c'est eux qui vont prendre les manettes du pays. Sauf que les enfants, ils se sont tous carapatés. Ils sont allés au Golfe, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Ils ne voulaient plus entendre parler de tout ça. Et dans l'armée et dans la police politique, dans le DRS, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord entre eux, les généraux, je veux dire, pour savoir quel colonel on allait faire grimper. Parce qu'on avait confiance en personne. Résultat des courses, tous ces généraux, ils sont maintenant du côté du cimetière, n'est-ce pas, pour la plupart. Les plus vieux, on a l'Algérie, le pays, une armée dont le chef d'état-major est le plus vieux du monde, bientôt 80 ans, ce qui est quand même extraordinaire. Mais c'est le symbole justement de cette incapacité de se renouveler. Et c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant pour compléter l'inquiétude de Razi sur la capacité de ce régime à gérer la crise régionale. C'est aussi qu'on se dit, mais qui peut faire quoi ? C'est pas les oligarques en peau de lapin qui pensent qu'à s'en mettre plein les poches à petite échelle, si on peut dire, par rapport à leurs aînés. Et donc, voilà. Et donc, il faut regarder les espoirs ailleurs. Je pense qu'il y a quand même, heureusement, dans la société algérienne, des choses qui bougent à tous les niveaux et qu'on voit relativement peu, parce que les médias ont gardé l'habitude de masquer ou de manipuler. Mais néanmoins, il y a des choses qui bougent, y compris d'ailleurs sur la question de l'impunité des droits de l'homme. Je voudrais ajouter une chose, juste pour éclairer ta question. C'est que traditionnellement, depuis 1962, ça va mal. Hein, je peux dire. On parle de ce gouvernement depuis 1992, c'est le sommet. Là, c'est l'annonce de ce qu'on dit aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? L'Algérie a continué à fonctionner d'une manière ou d'une autre, à faire une industrie, même coûteuse, à accumuler la dette. En tout cas, elle a produit quelque chose. Il y avait une dynamique économique qui pouvait exister et qui a existé. On en pense ce qu'on veut. Et je pense que ça a toujours été la bureaucratie algérienne, je veux dire, les cadres qui fonctionnaient, qui savaient faire fonctionner une banque, une entreprise, n'importe quoi, une école, qui ont pu, quel que soit le régime, et qu'est-ce qu'ils en pensent, faire fonctionner cette chose. Il faut dire une chose importante. Je ne veux pas le dire pour me jeter des fleurs. D'ailleurs, je l'avais dit en 91, immédiatement après, je crois que j'ai dit que le régime était fini, qu'il ne pouvait plus rien produire. Je pense qu'il n'avait plus, à partir de 92, le choc est tellement énorme qu'il n'avait plus de cadre à mobiliser. On ne trouve plus un cadre pour faire un travail, y compris gérer un hôpital. Ça aussi, c'est une réalité dont on voit le prix aujourd'hui. Dont on voit aujourd'hui, voilà, y compris dans l'armée. Y compris dans l'armée. Très bien. C'est d'autant plus grave, pour finir sur ce point, si tu permets, que ce régime, depuis l'avènement de Bouteflika en particulier, a trouvé un modus vivendi extrêmement confortable pour la répartition de la rente. Il n'y a pas de chef visible, il n'y a pas de décideur omnipotent, il y a quelques centres de décision qui sont plus ou moins coordonnés, mais il n'y a pas de chef. Il n'y a plus de chef, il n'y a plus de tête, il n'y a plus de pilote. Il y a des pilotes. Et donc, forcément, ça tire à U et à Dia. Ça tire de tous les côtés. Il n'y a pas de quelqu'un qui impose une ligne directrice, un projet, une orientation. On a eu, juste pour nous rappeler, peut-être qu'on se rappelle comme ça des réformes, on a eu ce grave problème pendant les réformes
Tout le monde venait et disait, mais qu'est-ce que c'est que cette salade? D'où vous sortez? Où est le chef? Et on rappelait que depuis 1954, l'Algérie n'a fonctionné que quand il n'y avait pas de chef. Bon, on va parler aujourd'hui de démocratie, de réunion des gens, de tout ce qu'on veut. Ça a été difficile, ça n'a jamais été appliqué. Je m'en souviens, à l'intérieur même du gouvernement, il y avait des ministres qui disaient, nous on marche pas, on ne continue pas, désignez-nous un chef. Et ça a continué longtemps. D'ailleurs, on veut toujours un chef des réformes. C'est la même chose que... Bon, ça, c'est une question d'opinion. Nous, vous nous posez la question, nous, on ne voudrait pas qu'il y ait de chef. Ça suffit comme ça, on est fatigué. Bon, maintenant, les autres peuvent penser autrement, tant mieux pour eux ou tant pis pour eux. La présence du pilote durant les 2 premiers mandats du président actuel, est-ce que ça a empêché la mise en place du système de corruption qu'on voit aujourd'hui? Au contraire, la faiblesse de ce pilote et le fait qu'il soit dépendant entièrement de ceux qui l'ont installé a fait qu'au contraire, la corruption a pu, s'élargir et échapper à tout contrôle. D'autant que cette corruption-là était nourrie par une rente d'un niveau inédit dans l'histoire de l'Algérie. Il a quand même fini par mettre à la retraite ces mêmes personnes qui l'ont mis en place. Je ne sais pas si c'est lui qui... certainement pas lui. Bouteflika n'a mis personne à la retraite, strictement personne. Donc, il occupe la devanture, c'est tout ce qu'on lui demande de faire, il le fait très bien. Même s'il est à moitié mourant, c'est pas grave. Non, les décisions se sont prises entre les clans qu'on a évoqués jusqu'à présent. Il ne faut pas se leurrer et tomber dans l'illusion ou de croire au mythe que le régime veut installer. Bouteflika est une figure de proue. Il fait partie d'un décor installé pour induire en erreur ceux qui veulent bien l'être. Tu étais jeune, mais peut-être c'est bien de le dire aux jeunes, Boumedienne n'était pas un chef. Bon. Il était obligé de composer, mais il n'était pas un chef, il était obligé de composer avec son armée, avec ceux qui... Même avec 3 ou 4 personnes. Voilà. Il ne pouvait pas être chef de 3 ou 4 personnes venues d'Oujda. C'est clair, et les Algériens le savent. Très bien. Sujet trop long, on en parlera une prochaine fois. Si vous le permettez, on va ouvrir le dossier douloureux des années 90. Où en est aujourd'hui la question des massacres, de l'impunité, comment expliquer une telle impunité depuis la concorde civile et la charte pour la réconciliation nationale. Le sujet est tabou, personne n'en parle, personne n'a le droit d'en parler. C'est la loi qui prévoit. La loi dispose qu'il est interdit d'en parler. C'est une loi extraordinaire, qui est une loi de bâillonnement, oui. Qu'on a appelée charte de la réconciliation, etc., qui vise en fait à amnistier tous les assassins, tous les criminels de guerre et les criminels de masse qui ont précipité la société et le peuple algérien dans un bain de sang. Donc depuis 1999 ou 2000, on n'a plus le droit d'évoquer cette période de l'histoire. Il n'y a pas eu 200 000 morts, il n'y a pas eu 10 ou 15 000 disparus, il n'y a rien eu de tout cela, rien ne s'est passé. Donc effectivement, c'est un peu comme un éléphant dans la pièce. Cet éléphant est là, et il ressort à chaque tournant, à chaque point, à chaque carrefour, on le voit immense et pesant et omniprésent. Tout le monde a remarqué que cette fin d'année coïncidait avec les massacres, l'anniversaire des massacres de Velizane. Le 20e anniversaire. Le 20e anniversaire des massacres absolument atroces, dignes des films d'horreur les plus complets, les plus affreux. Un massacre à la rwandaise où on a tué des centaines de personnes à l'arme blanche en 2 ou 3 jours, je crois. C'est ça. 4 jours. Voilà, dans l'espace de 4 jours, on a tué près de 1000 personnes à l'arme blanche. Plus de 1000 personnes. 1400 personnes à l'arme blanche. Donc, ça ressort. On ne peut pas laisser sous l'été noir un drame d'une telle ampleur. Ça ressort. Voilà.
Mais ça, il faut dire que le dispositif qui a été mis en place pour organiser l'impunité, et l'impunité de tous les criminels, qu'il s'agisse de ceux qui se battaient soi-disant au nom de l'islam ou de ceux qui le faisaient au service de l'armée et de la police politique, l'impunité mise en place, le dispositif d'impunité est extraordinaire parce il y a plusieurs étages. Le premier étage, c'est pendant que les crimes eux-mêmes étaient commis, on organisait la désinformation sur ces crimes. On disait, il y avait des faux barbus, des faux barrages, ils ont comment dire, le noyau dur qui a conduit cette guerre civile, cette guerre contre les civils, entre 92 et 98. Ce noyau dur, il a repris toutes les méthodes de l'armée française pendant la guerre de libération, toutes ces méthodes dites de la doctrine de la guerre révolutionnaire, des méthodes où le cœur de l'affaire, c'était conquérir les cœurs et les esprits. Et donc l'action psychologique était centrale à côté des disparitions forcées, de la torture, des déplacements forcés de population, etc. etc. L'action psychologique. Et ils sont allés très très loin, plus loin que les Français encore, en organisant des faux maquis et en ayant un dispositif, il y avait un service d'action psychologique au DRS, dont le boulot c'était de produire des papiers pour la presse algérienne et mondiale, des papiers qui disaient le contraire de la vérité. Donc voilà, on a commencé par mentir sur les vrais responsables des crimes pendant qu'ils ont été commis. Ensuite, il y a eu le dispositif que rappelait Omar tout à l'heure, c'était les lois successives jusqu'à la loi de la Charte de la réconciliation de 2005, qui ont fait qu'il était plus possible, soi-disant tout le monde se réconciliait, seuls les responsables de crimes de sang seraient jugés, ce qui s'est révélé parfaitement faux là aussi. Et donc là, c'était interdit, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, en Algérie, c'est interdit. Et les procès qui ont eu lieu, il y a eu quelques procès, mais des procès absolument, comment dirais-je, grotesques. On peut penser au procès de celui qui avait revendiqué l'assassinat de Tarjaout, l'écrivain et le journaliste qui a été tué en mai 93 et qui a inauguré cette série atroce d'assassinats d'intellectuels algériens de haut vol. Il y en a eu plusieurs dizaines. Et 8 jours après l'assassinat, ce garçon apparaît à la télévision, dit « Ah, c'est moi qui l'ai tué parce que c'était un renégat communiste, donc il fallait s'en débarrasser. Et on était 5 pour organiser le commando. Mais les 4 autres ils ont été tués par l'armée. Là. Bon, bref. Ce garçon a été jugé 3 ans après. Bien après, en 2004. Mais lui, c'était une marionnette. C'était tout à fait une marionnette, c'était rien. On peut penser aussi à l'absence d'enquête sur les grands massacres. On a vu, il y a eu 0 enquête sérieuse, il n'y a eu absolument aucune enquête sur les massacres, les grands massacres de l'automne 97 et 98 qu'on évoquait à l'instant, absolument aucune. C'est même pas la peine de parler des simulacres de procès qui ont pu avoir lieu, parce que ce ne sont que des simulacres. Bon, donc on voit bien ce deuxième étage du dispositif d'empêcher que quiconque puisse contester l'impunité des assassins. Et puis il y a un troisième étage, qui est tout aussi important, c'est celui de la communauté internationale. Et là, effectivement, les choses commençaient à bouger, on peut dire, en 99-2000, parce qu'il y a eu toute une série de révélations qui ont été faites en Europe, dans le reste du monde. Je pense en particulier à l'ouvrage d'Alib Souaïdia, La sale guerre, que j'ai publié en début 2001, et qui était pour la première fois donné une vision très très précise de la nature dont le dispositif criminel était organisé par l'armée. Et donc ça a commencé à faire bouger les choses, mais y compris non seulement dans les grandes ONG de défense des droits de l'homme mondiales, mais même dans des gouvernements. Il y avait des gouvernements, même aux États-Unis, en Europe, qui commençaient à dire c'est pas possible, ils sont allés trop loin. Et puis là, 11 septembre 2001, et c'était terminé. À partir de ce moment-là, toutes les tentatives qui avaient eu lieu auparavant ont été désavouées. On a dit non. On ne va pas se préoccuper de savoir si des militaires ont voulu tuer des islamistes, parce que les islamistes, de toute façon, ce sont tous des terroristes. Donc c'est pas grave. Donc ceux qui ont éliminé les terroristes et les islamistes, les généraux, ils sont avec nous. Mais ils ont peut-être fait, il y a eu des bavures, il y a eu des extraits, il y a eu tout ce qu'on veut, etc. Et là, on a vu jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des tentatives, parce qu'il y a des militants algériens, français, européens qui se sont battus pour essayer de faire jouer les mécanismes dits de compétence universelle. Ça a commencé par exemple avec le fameux procès qui était intenté par la FIDH à 2 miliciens de Relizane il y a à partir de 2004 c'est très vieux. 2003. 2003. À Nîmes. Voilà.
2 garçons dont on a su, il y a eu des témoins qui ont été produits par la FIDH, etc., que comme quoi ils avaient fait des disparitions forcées, des tortures, ce sont des assassins, de façon absolument certaine. Et des survivants ont témoigné contre eux. Eh bien, 13 ans après, non-lieu. La justice française décide de faire un non-lieu alors qu'ils avaient été mis en examen, n'est-ce pas ? Il y a l'affaire Netzar aussi, où le général Netzar fait l'objet d'une plainte de victimes de torture quand il était ministre de la Défense en 1993, de victimes de la torture qui font une plainte devant la justice suisse, n'est-ce pas ? Et effectivement, la justice suisse va ouvrir une instruction, voilà, en 2011, à partir de 2011, qui court encore aujourd'hui, mais dont on sait que maintenant, ça y est, c'est écrit, les dernières conclusions de la justice suisse, c'est grosso modo, ah ben non, Monsieur Netzar ne peut pas être complice de torture, parce que pour qu'il soit complice de torture, il faudra qu'il y ait une situation de conflit armé dans la période où il était ministre de la Défense. Or, il n'y avait pas de conflit armé en 1993. Alors là, on est sidéré, parce que ça veut dire ça, c'est du négationnisme. On appelle ça du négationnisme. Eh bien, le négationnisme qui a été, en quelque sorte, institutionnalisé et légalisé par l'État algérien, il a été repris à son compte par ce qu'on appelle la communauté internationale jusqu'aux magistrats. Ça veut dire que les magistrats suivent ce négationnisme-là. Et ça, c'est peut-être quelque chose d'assez unique dans l'histoire, mais je conclurai sur ce point en disant que des choses commencent à bouger. Moi, je suis très étonné de voir que même en Algérie, des livres sortent, de temps en temps des articles plus rarement, mais des livres sortent qui disent des choses vraies, y compris venant de personnes qui avaient été ce qu'on appelait les éradicateurs, qui avaient soutenu l'éradication des islamistes. Ils commencent à dire, eh ben, peut-être que finalement, ils ont raison, et que cette histoire de Kitouki, qui est une invention du service d'action psychologique du DRS pour essayer de désavouer les militants des droits de l'homme comme nous qui dénonçaient les crimes, ben, peut-être que effectivement certains des crimes qui étaient attribués aux islamistes en fait ont été commis à l'instigation de la police politique. Et ça commence à se dire maintenant. Alors c'est encore un peu isolé, etc. Mais ça craque. Et moi je pense qu'il faut d'abord faire confiance aux militants algériens, à la société algérienne, pour faire que cette vérité un jour sorte. Il y a d'autres exemples dans l'histoire où il a fallu attendre plusieurs décennies pour que la vérité sorte, et a fortiori la justice, mais je pense que ça finira par arriver. Comment expliquer qu'il y a eu si peu de plaintes par rapport à l'ampleur des atrocités qui a eu lieu? Pourquoi il y a eu si peu de plaintes, notamment à l'étranger? Parce qu'en Algérie, on sait très bien comment ça finit en justice, mais à l'étranger, il y a eu, notamment en Suisse, le procès Nezzar Souaidia à Paris, même si je ne parle pas de ça, mais voilà, il y a eu très peu de procès qui ont concerné les années 90. Comment on peut expliquer cela? Parce que c'est très difficile. C'est très pour les victimes de déposer plainte? Non, mais d'abord, il y a eu effectivement des victimes qui ont été dissuadées de le faire, parce que par exemple, je connais plusieurs dizaines de cas de personnes qui avaient été victimes et qui étaient décidées à déposer plainte et qui en ont été dissuadées par des menaces sur leur famille. Et ensuite, parce que juridiquement, c'est très compliqué. Les mécanismes de compétence universelle sont fragiles dans tous les pays occidentaux et qu'ils sont difficiles à mettre en œuvre. Très bien. Je vais juste ajouter 2 mots. Effectivement, c'est extrêmement difficile. Dans l'idéal, vraiment avoir un tribunal qui parle de ce qui se passe entre 2 acteurs. On imagine que les terroristes sont aussi un acteur. C'est difficile sur le plan international. On essaye. Il faut y arriver parce qu'on ne peut pas dire que c'est un acteur qui a décidé d'arrêter les discussions. C'est pas possible. C'est quand même eu trop de morts et c'est reconnu. Bon. Les juristes travaillent dessus sur le plan international. Peut-être qu'on arrivera un jour à avoir un tribunal indépendant pour ces choses-là. En attendant, moi je crois qu'on parle aujourd'hui du bilan. Et je le signale, c'est peut-être à côté de la question. Il faut faire un bilan de la gestion du FIS. On est en train de parler de 92, de ce qui s'est passé. Il faut faire peut-être avec les gens du FIS qui sont là. Il faut faire un débat avec eux, loyal, normal. Pourquoi? Parce que déjà, on veut bien comprendre beaucoup de ces choses-là, oui, mais dites par les gens, pas nous qui rêvons à leur place. Et deuxièmement, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le Moyen-Orient et ça continue. Les islamistes sont venus en Égypte. On le voit, c'est physique. Il faut bien réfléchir à ces choses-là. Peut-être pour notre avenir, c'est bien, c'est une chose bonne pour que les gens comprennent ce que c'est,
Et moi, je suis pour un débat là-dessus. Ça s'est passé en Syrie, ça s'est passé au Liban, ça s'est passé en Irak, ça s'est passé en Égypte, ça se passe au Yémen. Ce ne sont pas des choses secondaires pour nous. Et ça se passe en Libye, bien sûr. Oui. Et ce ne sont pas des choses secondaires. Ce sont des choses fondamentales pour l'Algérie. J'en profite parce qu'on fait le bilan que de l'État. Il faut faire le bilan de l'autre acteur politique des années 90. Justement, François Gès, comment on peut, quel a été le rôle aussi des islamistes dans tout ce qui s'est passé pendant les années 90? Parce qu'à vous entendre, l'armée a eu un rôle sans doute très important, mais qu'ont fait ces islamistes pendant les années 90? Mais d'abord, il faut pas dire les islamistes, parce que c'est une mouvance complexe, avec plein de courants. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au début, dans les premiers mois après le coup d'État, il y a eu la fraction la plus radicale, en effet, qui était d'ailleurs sortie du FIS depuis longtemps, qui n'était pas dans le Front islamique du salut, qui a créé les premiers groupes armés qui étaient vraiment, qui étaient des groupes qu'on appellerait aujourd'hui djihadistes, de façon absolument certaine. Et ils ont commis des crimes, il n'y a absolument aucun doute. Mais très très vite, des faux groupes ont été créés dès septembre 92 par la police politique, et petit à petit, les groupes réellement, qui étaient indépendants, ont été infiltrés et leurs cadres ont été éliminés, ce qui fait qu'à partir de la fin 95, de façon absolument certaine, donc ça a duré 2-3 ans, où il y a eu ce conflit entre les vrais groupes armés, si j'ose dire, islamistes, et puis les groupes islamistes de l'armée, n'est-ce pas? Et ben, les premiers ont été totalement éliminés. Et à partir de 95, il n'y avait plus que des groupes islamistes de l'armée. C'est pour ça qu'on parle de gens qui se battent, soi-disant, au nom de l'islam. Et ça, c'est parfaitement documenté. J'ajouterais qu'on l'a documenté très tôt, parce que ce que fait Algeria Watch depuis 97, depuis que l'association a été créée, c'est de dénoncer justement les violations des droits de l'homme d'où qu'elles viennent. Et on a maintenant aujourd'hui sur le site Algeria Watch, nous diffusons cette vidéo, plus de 35 000 documents, n'est-ce pas? Et ils sont là aussi pour l'histoire et pour demain peut-être pour la justice. Or, sur cette question-là, nous avons fait en 2004 une session du tribunal permanent des peuples sur les violations des droits humains en Algérie, à Paris, n'est-ce pas, où il y a eu, de mémoire, 16 rapports extrêmement détaillés qui sont autant de petits livres, dont des rapports concernant justement les actions des groupes armés dits qui se réclamant de l'islam, qui sont toujours disponibles sur notre site. On peut les lire et c'est documenté, y compris par des textes venant de ces courants-là en arabe, qui ont été traduits, qui ont été utilisés, qui ont été mobilisés. Donc moi, ce qui me frappe toujours, c'est que quand on parle de ces questions-là, on se renvoie des épithètes à la figure, des accusations idéologiques, etc. Mais non, il faut travailler, il faut regarder les documents, il faut regarder les témoignages. Ils existent, ils existent. Si on veut savoir approcher la vérité, n'est-ce pas, non pas de manière judiciaire, mais au moins de manière, j'allais dire, journalistique, sérieuse et honnête, eh bien, lisons. Les documents sont là, ils sont à la disposition de tout le monde. Et je peux vous dire que une fois qu'on les a lus, et nous, comme on les publie, on les lit, et ben petit à petit, les convictions se forgent, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'autre solution possible que ce tableau qui a été dressé au fil des années de ces violations, de la manipulation de la violence se réclamant de l'islam. Très bien, c'est clair. Messieurs, après ce bilan, comment voyez-vous l'avenir de l'Algérie? Où va l'Algérie, comme disait Mohamed Boudiaf? Oui, je peux commencer. Bon, je ne sais pas où va l'Algérie. Écoutez, tous les signaux qu'on reçoit, ce sont des signaux qui ne sont pas très optimisants. Hein. On n'a pas la sensation que ça va vers des lendemains qui chantent. Au contraire, on a l'impression que au fil de l'épuisement des réserves de change, les moyens de ce régime disparaissent et que bientôt il se retrouvera nu face à une population privée d'approvisionnement alimentaire dans une situation sociale, sanitaire, économique catastrophique. C'est un peu ce que tout le monde appréhende, tout le monde dit, tout le monde partage la même sensation. Qu'on se dirige inéluctablement vers un mur tragique, encore une fois, et qu'il n'y a pas d'autre échappatoire et qu'il n'y a pas d'autre issue. Ça, c'est ce que tout le monde dit, c'est tous ceux qui vivent en Algérie, qui viennent nous voir, qui nous parlent, tout ça, tout ce qu'on voit et qu'on concorde, converge vers le même constat. Maintenant, est-ce que le pire est la seule éventualité? Peut-être pas. Si des tas d'événements peuvent intervenir, peuvent arriver, qui peuvent nous épargner et épargner surtout la population algérienne
d'autres souffrances, d'autres malheurs, d'autres misères. Rien n'est perdu. Ce pays cette population, ce peuple algérien a des capacités de rebond, de résistance qui sont légendaires. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on le constate. C'est une vieille tradition de résistance, de courage, de détermination. Donc, pour peu que des accords ou des consensus politiques puissent émerger en faveur d'un état de droit et d'une juste représentation de la population, tous les espoirs sont permis, il faut être optimiste. Nazim Hikmat disait « J'ai de l'espoir à vous faire pleurer de rage ». Eh bien, espérons que des éléments de cette société fassent en sorte que les lendemains soient plus souriants que ce que les perspectives aujourd'hui laissent paraître. Très bien. Azeri Dossier. Mais enfin, comme je disais, on ne voit pas le futur. On voit tout simplement maintenant un régime qui se termine, comme on vient de décrire, et on est certain qu'il est incapable de produire quoi que ce soit. Il ne va produire que la misère des gens. On voit aussi un peuple complètement fatigué de cette situation. Ce que je constate, c'est que les gens n'en peuvent plus, mais il y a deux choses qu'ils n'ont pas. Premièrement, ils n'ont pas la liberté de s'exprimer. C'est très risqué. Et ils ne s'organisent pas pour le faire. Enfin, la seule chose qu'on peut dire, c'est que oui, les Algériens peuvent faire des miracles, ils l'ont fait. Ce n'est pas un peuple qui est né de zéro. Il est né de la révolution de 454. Seulement, ce peuple prend des responsabilités. Quand il se décide à faire quelque chose, bien sûr, à s'organiser, je ne crois pas qu'il va s'organiser dans les partis. Pour moi, les gens vont s'organiser chez eux d'abord. Mais s'organiser, ça dit prendre des risques. Moi, là où je suis, et je suis loin, je m'en excuse, je ne veux pas dire dans le futur, c'est que la capacité d'organisation manque. Dire on se réunit, on crée notre association, on fait ceci, on fait cela, on parle de n'importe quoi, de notre quartier, de nos droits, ça manque encore. Pourquoi ça manque? Je ne veux pas donner des leçons aux gens, mais je pense que c'est là où commencera la réponse à ce qui se passe, et qui peut être rapide. Et en même temps, j'ajouterais en forme de note d'espoir quand même ce qu'on voit au niveau de la jeunesse, de la jeune génération. Parce que ces jeunes-là qui ont 20 ans, 25 ans, qui donc n'ont connu que cette situation de coup d'État, n'est-ce pas? Ils n'ont pas connu autre chose, situation vraiment dramatique. Eh bien, ils sont de plus en plus nombreux à s'exprimer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, de façon assez stupéfiante, je dois dire, par la qualité de ce qui est produit et de ce qui circule, et puis la maturité aussi du discours. C'est-à-dire, ils disent pas n'importe quoi. Quand ils disent pleurer de rage, ben oui, mais c'est une rage qui est construite. Alors peut-être qu'elle n'a pas encore d'expression politique, mais dans un climat qu'on a décrit, qui est celui finalement d'un affaiblissement du régime, d'une police politique qui est toujours là, qui est toujours présente, mais qui n'a plus de tête, qui avance comme un canard sans tête, en effet, et qui contrôle la population comme elle a toujours eu l'habitude de le faire, mais avec une efficacité qu'on peut penser décroissante, eh bien, ces nouvelles manifestations, ces nouvelles formes, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut se tourner pour y voir des lueurs d'espoir. J'ai discuté avec quelques jeunes, et j'aurais dit, mais vous êtes optimiste ou pessimiste? Et l'un d'entre eux, il m'a dit, qu'il s'en aille et on réglera tout. Qu'il s'en aille. Et c'était dit sans haine, c'était dit même avec une certaine forme de générosité. Qu'il s'en aille. Très bien. C'était le mot de la fin. Je vous remercie, messieurs, de nous avoir éclairés. À très bientôt. Merci. Merci.